Allez, l'analyse de la situation. On va se demander si les deux plus grandes puissances mondiales vont se mener une guerre commerciale. Magali Barthès, bonjour. Bonjour. Notre éditorialiste international général François Chevancy, bonjour. Bonjour. Consultant géopolitique LCI, et François Chollet qui est toujours avec nous. Rebonjour. Économiste, président de Montségur Finance. Qu'est-il en train de se passer entre la Chine et les États-Unis? Magali, on le voit, donc la Chine réplique avec des droits de douane supplémentaires de 10 à 15% sur le gaz naturel liquéfié, sur le charbon, sur le pétrole brut. Pourquoi d'abord les hydrocarbures ? Parce que c'est une façon pour les Chinois de montrer leur réprobation, de montrer qu'ils ne sont pas faibles. Parce que c'est quand même ça l'idée. C'est-à-dire que dans le monde hyper transactionnel de Donald Trump, si Donald Trump monte les droits de douane, vous avez intérêt, en tous les cas, c'est le calcul chinois, à montrer les muscles et à donc taxer vous aussi des produits américains pour montrer que vous ne pouvez pas vous laisser piétiner et donc que vous avez de quoi répondre. Alors après, les Chinois taxent les hydrocarbures américains dont ils n'ont pas vraiment besoin en fait. Aujourd'hui, notamment à la faveur de la guerre en Ukraine, et ils se sont notamment énormément réapprovisionnés en hydrocarbures du côté de la Russie. Donc c'est une façon de montrer sa réprobation et de montrer qu'ils ne se laisseront pas faire, en même temps sans impacter même trop leur marché intérieur. Même si, alors, on fait la liste, il y a les grosses voitures de sport qui seront surtaxées, les équipements agricoles américains, il y aura un contrôle supplémentaire sur l'exploitation des métaux rares, et puis Pékin qui a ouvert une enquête antitrust sur Google. C'est ça qui va faire mal, non ? Oui, et puis alors ça montre aussi que les Chinois ont quand même anticipé ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que, évidemment que Donald Trump, ayant martelé pendant toute la campagne que le mot tarif, le mot taxe était son mot préféré, il savait bien les Chinois savaient bien qu'ils seraient dans les premiers visés. Donc ils ont anticipé justement une série de mesures qui permettrait de répondre, d'où cette enquête sur Google. Mais encore une fois, en fait, la négociation, maintenant, elle ne fait que commencer. On est dans un jeu de poker, en fait, où chacun regarde un petit peu les cartes qu'il a dans son jeu. Et c'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer avec Xi Jinping, sachant que quand même, pendant le premier mandat de Trump, cette guerre commerciale, elle a eu lieu. Ça a été taxe contre taxe, pour finir en 2020 par signer un deal, parce que finalement, dans le monde de Trump, tout se passe comme ça, où les Chinois s'engageaient à acheter 200 milliards de marchandises supplémentaires du côté américain. Ça n'a pas été, d'ailleurs, le deal, justement, n'a pas été vraiment respecté. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'il y a une pression qui est très forte parce que Trump, comme d'habitude, regarde la liste des déficits commerciaux américains et voit que du côté chinois, les Américains sont extrêmement déficitaires, donc veut essayer de rétablir la balance avec ces pressions, cette méthode Trump, cette méthode du bulldozer. Exactement, donc peut-être que des leçons étaient tirées par rapport au premier mandat, mais on avait voulu savoir si c'était, comment c'était perçu du côté des États-Unis. Justine Jankowski, bonjour, vous êtes notre correspondante à Washington. Est-ce que cette politique de Donald Trump, elle est approuvée par les Américains ou est-ce que les Américains sont inquiets ? Comme toujours, ça dépend à qui vous demandez. Si vous demandez aux électeurs de Donald Trump, évidemment, ils sont ravis de voir ces coups de pression, cette menace de droits de douane, notamment parce que c'est quelque chose qu'il a répété pendant toute sa campagne. Un tarif, il n'avait que ça à la bouche. Et cette menace, elle sert une autre promesse de campagne, notamment vis-à-vis du Mexique, c'est celle d'éradiquer l'immigration illégale. Donc quand les électeurs de Donald Trump voient que finalement, il a réussi à faire plier le Canada et le Mexique, ils se disent que c'est un négociateur hors pair. Mais si vous demandez aux autres et notamment aux consommateurs américains, évidemment qu'ils sont inquiets, d'autant qu'on estime que cette hausse des droits de douane, elle devrait se répercuter à hauteur de plus de 1 000 € par an sur les ménages. Et puis il y a aussi bien sûr les patrons des petites et moyennes entreprises qui se fournissent avec du matériel étranger. Quand vous pensez par exemple à un glacier, imaginez que son réfrigérateur, il est fabriqué en Chine. Pareil pour le matériel médical qui vient pour la plus grande partie aussi de l'Empire du Milieu. Avec Mathieu Derrien, donc ça souffle à Washington, visiblement. Merci beaucoup. Et qu'en pense l'économiste alors ? Est-ce que c'est risqué ? En tout cas, c'est passionnant. Ce qui se passe actuellement, c'est absolument passionnant. On assiste à quelque chose qui était prévu. Vous le disiez très justement, c'est-à-dire que les droits de douane, on n'entend parler que de ça depuis le début de la campagne. Et
la question qui se pose à tous les économistes aujourd'hui, c'est est-ce que Trump élu, c'est la campagne version édulcorée, ou est-ce que c'est la version hard de Trump tel qu'il s'est montré durant cette campagne? Et pour l'instant, ce qui est passionnant, c'est de voir qu'il utilise cette arme qui avait déjà été lancée. Franchement, tout le monde savait à peu près à quelle sauce il allait être taxé, pour complètement déplacer les négociations. Et on sort totalement d'une négociation économique pour aller vraiment sur les intérêts au sens très large du terme des États-Unis face au reste du monde. Et c'est très flagrant vis-à-vis du Canada, un partenariat commercial absolument établi, des relations extrêmement proches et une porosité quasi parfaite. Et vous voyez cette arme brandie, et vous avez derrière tout un ensemble de mesures qui n'ont strictement rien d'économique, en réalité. On vient protéger la frontière, mais ça n'a rien de commercial, ça n'a rien d'économique. On est dans le politique. Et une suspension, un mois, peut-être 60 jours. Bref, on a à chaque fois une arme qui est déployée. Et donc, on a une rhétorique qui s'est mise en place, qui s'applique aujourd'hui. C'est le tour de la Chine. Je pense qu'on va l'avoir pour quelque temps, mais qui va s'appliquer, je pense, encore très prochainement sur l'Europe. Évidemment qu'en Europe, on va avoir préparé une liste d'arguments, de réponses, en tout cas on peut le souhaiter. Mais je pense sincèrement qu'au final, ce n'est pas sur le terrain économique. Et pourquoi je me permets de dire cela, c'est que Trump, évidemment, en a fait son axe de campagne, mais les Américains savent bien l'intérêt qu'ils ont à avoir une économie relativement ouverte, et je ne pense pas que les républicains du Congrès soient tout à fait unanimes pour saluer ce genre de pratique. Et donc, je crois qu'ils acceptent, qu'ils tolèrent ce discours dès lors que la conséquence n'est pas forcément économique, qu'elle devient plus géostratégique et plus large que l'aspect économique. Si vraiment on était sur l'aspect purement économique, il y aurait beaucoup d'inquiétudes à avoir, parce que vous le signaliez, c'est beaucoup de pertes de pouvoir d'achat pour les Américains, et ils ne sont pas prêts à cela. Et ils ne sont pas prêts à cela, parce qu'on avait bien vu effectivement l'inflation qui avait augmenté lors du premier mandat de Donald Trump. Donc l'intérêt, il est plus géostratégique là ? Oui, nous sommes dans le rapport de force. On redécouvre ce que c'est qu'un rapport de force. Et que mais entre alliés, hein ? Oui, mais à la limite, d'autres l'ont fait avant, donc il n'y a pas de raison que Trump ne le fasse pas. Il l'avait annoncé, il le fait, à chaque jour presque, sa déclaration. À chaque fois, comme on le connaît, on le croit. Il obtient résultat. C'est quand même flagrant. Donc, je dirais que vous avez évoqué le mot politique. Oui, c'est peut-être le retour du politique, en fait. Au lieu de se retrouver embarqué dans plein de règles, d'accords divers, on ne sait plus très bien où on en est, le politique, elle a été élue pour une politique. Il l'a annoncé, il a été élu pour ça, il la met en œuvre, même si par moment ça n'a peut-être pas bien marché. Mais peu importe, le fait même qu'on le croit fait que cela marche. Il n'a pas besoin de se casser la tête. Et finalement, il a le résultat, tôt ou tard. Donc voilà, je crois que c'est ça qu'il faut remarquer. Et je pense que si on avait cette même approche, peut-être au niveau européen, depuis bien longtemps, vous parliez de l'Europe, effectivement, l'Europe à 27 pour imposer notre volonté aux États-Unis, ça ne va pas être gagné. Et que peut-être encore Trump va gagner des avantages sur nous, parce que finalement, il y a aussi un gros déficit, me semble-t-il, au détriment des États-Unis à cause de ce que l'on vend à partir de l'Union européenne. Et ça ne plaît pas à Donald Trump, parce que évidemment, là aussi, il a proféré des menaces contre l'Union européenne. Écoutez. Nous avons d'énormes déficits avec l'Union européenne. Ils ne prennent pas nos produits agricoles. Ils ne prennent pas nos voitures. Ils ne prennent presque rien, mais nous prenons leurs voitures. Nous avons des millions de voitures qui arrivent, des BMW, des Mercedes et des Volkswagen, et tellement de voitures différentes. Et nous ne faisons rien à ce sujet. Et nous ne leur facturons pas de droits de douane. J'ai demandé à 2 dirigeants européens, je ne dirai pas leur nom, combien de Chevrolet ou de Ford voyaient-ils à Munich. La réponse est aucune, car ils ne prennent aucune de nos voitures, ils ne prennent rien. L'Europe nous maltraite depuis des années, ils ne peuvent pas continuer de le faire. Voilà pour les menaces. Alors, quel impact sur notre économie? Est-ce que nous, Français, on va en voir concrètement les effets? Laura Pouget, donc, a travaillé le sujet pour nous. Laura, est-ce que ça peut être grave donc pour nous, Européens? C'est grave pour les États-Unis, c'est une mauvaise nouvelle pour nous, me confiait tout à l'heure au téléphone l'économiste Jacques Delplat. Ce qu'il veut dire, c'est que si les États-Unis augmentent tous leurs tarifs douaniers, toutes leurs importations seront affectées, alors que la France, elle ne sera affectée qu'en proportion de ses échanges avec les États-Unis. Or, les Américains ne sont que le 4e client des Français et ne représentent que 7-8% de leurs exportations de biens dans le monde. D'où l'idée d'un effet réel, mais limité. Même analyse de la part d'un autre économiste, Antoine Bouette, directeur du Centre d'études prospectives
et d'information internationale dans Libération. Si Trump met en place 10% d'augmentation, les conséquences seront négatives, mais relativement faibles sur l'économie française. Selon ses prévisions, avec cette hausse de 10%, le PIB national pourrait s'abaisser de 0,5% maximum, soit 14 milliards d'euros. À titre de comparaison, en Allemagne, pays bien plus dépendant des États-Unis, la même hausse pourrait provoquer une perte de PIB de 127 milliards d'euros. Antoine Bouette nuance cependant en évoquant des secteurs qui pourraient être beaucoup plus affectés et subir une baisse de plusieurs points de pourcentage. Lesquels, Charlotte ? Il suffit de regarder les principaux produits exportés par la France vers les États-Unis pour les identifier. Les voici dans l'ordre: l'aéronautique, la pharmacie, les boissons, les machines, les parfums et cosmétiques. Parmi ces secteurs, l'un d'entre eux tremble tout particulièrement et le fait entendre ces dernières semaines, celui du vin. Et pour cause, les États-Unis représentent 22% des exportations de vin français, ce qui en fait le premier client de la filière. Les spiritueux pourraient aussi souffrir, notamment le cognac. Pour ce produit, les États-Unis représentent 38% des exportations et sont là aussi le premier client, loin devant la Chine, qui menace aussi le cognac de nouveaux droits de douane. Résultat, avant même de se concrétiser, ce contexte a déjà fait une victime. Regardez, le nouveau siège du Bureau national interprofessionnel du cognac, 6600 mètres carrés sur les bords de la Charente, au design haut de gamme, confié à l'architecte Jean-Michel Villemotte. Les travaux ont été interrompus pour tenir compte de l'inflation sur les matériaux, oui, mais aussi des incertitudes sur la filière. François Chollet, on voit donc effectivement il y a des incertitudes et donc des inquiétudes, mais est-ce qu'effectivement il pourrait y avoir un impact concret? On pourrait le voir, nous Français, si jamais Donald Trump menait ses menaces à exécution. Alors la réponse est oui, mais si on suit la même logique que dans la première partie de cette question, c'est que ces impacts ne seront pas forcément uniquement économiques, ils risquent même d'être bien plus larges que ça. Le constat, c'est une réalité, l'Europe est un gagnant des exportations aux États-Unis, tout simplement. Donc on est en position de force. Nous sommes en position de faiblesse parce que nous dépendons de ces exportations pour notre propre richesse. Je parlais pardon, on exporte plus aux États-Unis que ce qu'on importe. C'est pas le cas de la France, mais c'est le cas de l'Europe. Et donc, effectivement, si vous regardez, alors il s'était beaucoup le secteur de l'automobile et qui est intéressant. Tous les constructeurs ont rapproché le lieu de fabrication des consommateurs américains. C'est le cas de BMW, c'est le cas de Daimler, c'est le cas de Volkswagen, mais ils se sont rapprochés en allant au Mexique. Et donc, eux se retrouvent dans une situation difficile, c'est que vous avez une zone de production qui n'est plus reconnue comme étant nord-américaine par les États-Unis. Et puis, vous avez aussi un autre problème qui est très concret, c'est que la pièce assemblée au Mexique pour la construction de cette automobile, elle va peut-être faire 10 ou 15 allers-retours entre les différents pays avant d'être assemblée et que le véhicule soit prêt à être distribué. Donc, vous avez un vrai problème industriel aussi, au-delà de l'aspect commercial, parce que où se fait la valeur ajoutée dans cette chaîne qui est absolument complexe de fabrication automobile, eh bien vous avez une difficulté. Mais vous avez d'autres acteurs, je prends un exemple, Michelin, on en a parlé tout à l'heure, Michelin vend aux États-Unis des pneus fabriqués aux États-Unis. Et donc il n'y a aucun sujet de taxation pour Michelin, par exemple, dans le même secteur. Et donc si vous prenez, en fait, la vérité, c'est que si vous prenez l'ensemble des secteurs économiques européens, vous avez, pour les grandes entreprises, des entreprises qui ont une maturité mondiale et donc qui depuis longtemps ont balancé leur chiffre d'affaires par les grandes zones géographiques que sont les États-Unis, l'Europe et les pays émergents. Globalement, on doit être pas loin du tiers sur les États-Unis, voire même 40% pour les entreprises françaises. Clairement, elles se sont couvertes, elles se sont hedgées pour la plupart en ayant des sites de production directement aux États-Unis ou dans des zones qui sont en libre-échange avec les États-Unis. Le changement, il vient du Mexique et c'est là que nous, on peut être tapé, tout simplement parce que les constructeurs automobiles européens aujourd'hui n'ont pas la clé, n'ont pas la solution pour répondre à ce problème. Est-ce que c'est une arme suffisamment puissante pour aller négocier d'autres choses avec nous? La réponse est oui. Trump va être puissant vis-à-vis de l'Europe. Est-ce que l'Europe a les moyens de répondre à cette puissance? C'est une question qu'on se pose tous, en vérité. Vous doutez? On doute de la capacité de l'Europe à sortir de son champ économique. Je pense que l'Europe est prête, d'un point de vue économique, à venir donner des grandes lignes. On a vu comment la Chine se pose des questions sur Google. Nous, on l'a fait déjà. On a déjà interrogé les grands monopoles américains sur les GAFAM. Alors, moi, je vais aller plus loin, parce que vous en avez parlé au début, et Justine en parlait dans le débat interne donc, aux États-Unis. Ce qu'on voit, c'est que là, Donald Trump, il ose dire, d'accord, oui, vous là, consommateurs, vous allez payer plus cher.
mais en fait je m'en fiche parce que moi ce qui m'importe c'est de protéger mes producteurs américains, de mon industrie américaine. Est-ce que ça peut pas être une leçon pour nous? On se dit mais pourquoi on ferait pas la même chose? Alors, c'est une politique de l'offre, ce que vous décrivez là, et je ne suis pas certain que ce soit ce qui ressort de manière la plus flagrante du budget qui est sur le point d'être adopté en France. Non. On a un point de vue qui est clairement diamétralement opposé. Évidemment, si on arrive à privilégier une France first, une Europe first, mais on en est très très loin, et c'est loin d'être la politique économique de la zone euro. La preuve année, c'est que la préférence européenne ou la préférence nationale n'existe pas dans les appels d'offres. Première remarque tout à fait simple pour s'apercevoir que finalement, lorsqu'on fait des appels d'offres en matière d'armement, en matière d'infrastructure, etc., on fait appel au monde entier sans se préoccuper de la provenance de la personne qui répond à l'appel d'offres. On regarde le prix. Évidemment, aux États-Unis, ils ont une politique bien plus protectionniste. Mais le protectionnisme n'est pas que sur les droits de douane. Mais est-ce qu'il n'y a pas des leçons à tirer? Parce qu'il y a beaucoup aussi de nos responsables politiques qui disent regardez ce que fait Donald Trump, regardez son bilan de son premier mandat. Alors pourquoi nous on ne mettrait pas plus de barrières protectionnistes? Une vraie question, c'est que ce qui se passe depuis maintenant quelques mois, je dirais même une année, parce que ça a commencé peut-être avec Milei en Argentine, ce changement de paradigme politique est quelque chose qui est en train de devenir un raz-de-marée, et il ne faut pas se tromper, une bonne partie de l'Europe vote déjà pour ce genre de politique. Et si vous regardez même en France, on a accueilli Madame Meloni en Italie avec beaucoup d'inquiétude. Force est de constater qu'aujourd'hui, qu'on s'appuie beaucoup sur elle pour aller discuter avec Monsieur Trump. Ça veut dire que ce courant-là, je pense que nos politiques n'ont pas encore bien réalisé. Il est en train de se déverser chez nous dans les opinions politiques. On en parle sur les plateaux, on en parle dans les médias. On voit même des hommes politiques, je pense à Monsieur Ciotti, mettre une petite tronçonneuse sur leur bureau quand ils font des petites communications. Ça infuse. Et donc, on a le sentiment d'une classe politique, en tout cas en France aujourd'hui, qui essaie de se dépatouiller d'un budget difficile à obtenir, mais qui n'a pas encore pris l'ampleur de la mesure de la grande vague qui nous arrive. Mais l'avis de l'économiste, là, est-ce que ça peut être effectivement une opportunité pour nous, la France, en se disant on a un modèle? Regardons-le, essayons quelque chose. L'avis de l'économiste, il est qu'il y a une relation directe entre le poids de l'État et de la dépense publique et la capacité des pays à créer de la croissance. Celle-ci, elle est absolument linéaire. Plus vous avez d'État, plus vous avez de dépenses publiques, moins vous avez de capacité à avoir de la croissance. Ça veut dire donc que si on veut redonner du potentiel de croissance à notre pays, il faut limiter la dépense publique. On voit bien qu'on est loin d'être dans cet état d'esprit-là, alors qu'on est en train de finaliser un budget qui est donné pour 5,4% de déficit, quasiment 2 fois celui qu'on s'était engagé à maintenir lors de notre traité de Maastricht. Budget qui ne sera jamais respecté, puisque la croissance qui est prévue dans le cadre de cet établissement budgétaire, il faut bien voir que les dépenses, elles sont certaines, mais les recettes, elles sont fonction de la capacité à aller collecter l'impôt, et donc des résultats des entreprises, de la consommation des ménages, etc. Donc c'est une recette qui est plus ou moins hypothétique. Mais l'hypothèse de croissance, pour la France en tout cas, qui sert d'établissement à ce budget, elle est particulièrement optimiste, surtout qu'on vient de terminer un trimestre de décroissance, moins 0,1% de croissance pour la France au 4e trimestre. Ça veut dire qu'on embarque au premier trimestre 2025 aucun acquis de croissance. Donc on doit créer cette croissance en 2025 si on veut s'en sortir. Clairement, on est plutôt parti pour une exécution budgétaire avec un déficit de 6%. Donc ça veut dire que dans 5,5. ce contexte éventuellement de guerre commerciale menée par Donald Trump, on est très très mal. C'est ce que vous êtes en train de nous dire? On n'a pas la force pour pouvoir répliquer correctement d'un point de vue économique, ça c'est certain. Mais est-ce que ce débat va rester économique? Je reviens toujours à notre première constatation au bout de quelques semaines maintenant. Je ne suis pas certain qu'il soit économique. Je pense qu'on va voir arriver tout un tas de mesures politiques pour défendre les intérêts des Américains en Europe. Ça ne sera pas économique. Non, mais on voit bien que Trump en fait se sert des droits de douane pour obtenir autre chose. C'est ça. Donc pour le Mexique, il s'en sert pour obtenir davantage de protection à la frontière, pour obtenir des Mexicains qu'ils envoient 10 000 hommes pour protéger... À voir ce qu'il veut pour essayer des Européens. De rendre ça, c'est à voir. Oui, alors voilà, c'est maintenant ce qu'il faut voir, c'est cette façon dont il fait monter les enchères avec l'Europe, c'est pour obtenir quoi politiquement demain? Eh ben,